Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Les Rendez-vous d'info, un numéro spécial, comme vous le savez, destiné aux candidats aux législatives. Il y en a un qui nous attend pas très loin d'ici, je vous propose d'aller le retrouver tout de suite. Je suis maintenant avec mon invité, un nouveau candidat, comme je vous le disais, dans cette série spéciale législative, avec Elad Chakrina. Bonjour Elad. Bonjour Amina. Alors vous êtes investi par le Parti Les Républicains pour les représenter lors des prochaines législatives. On va justement parler de votre programme à la fin de cette émission. On va d'abord revenir sur l'actualité de ces derniers mois à Mayotte, 2017, début de cette année, et 2016. On va revenir sur une opération qui vous a marqué, en tout cas un événement qui vous a marqué. Il s'agit d'insécurité avec le décès, on se rappelle il y a quelques mois, de Christophe, poignardé à Kaweni, un décès qui a donné lieu par la suite à une marche, une grande marche où de nombreux Mahorais se sont déplacés. On regarde le reportage Elad et on en parle juste après. Après l'appel lancé samedi, il était bien difficile de savoir si la population répondrait présente. Car si plusieurs institutions, entreprises et syndicats avaient annoncé leur présence, cette journée Mayotte morte a su rassembler bien plus large qu'espéré, même si les causes de ce rassemblement n'épargnent personne et appelaient à l'unité. Cette situation, on est tous excédés par la montée de violence, les agressions, les vols. On est en sécurité nulle part à Mayotte. Heureusement que la population se met à bouger parce que malheureusement je pense que les forces de l'État essayent de faire tant bien que mal entre le fait de ne pas avoir le droit de bouger et le fait de savoir qu'il faut réagir. Maintenant il faut que ce soit les gens qui réagissent parce que là on est en train de rentrer dans une guerre qui est en train de devenir une guerre civile. Et bientôt, les gens vont s'armer et faire leur loi par eux-mêmes. Et là, ce sera trop tard, ce sera beaucoup trop dangereux pour tout le monde. On a on a fermé les yeux, on a laissé monter les choses, on a accepté des choses inacceptables. Et je pense que maintenant, il faut réagir et vite, très vite. Parmi les citoyens, tous ont été unanimes sur un point. Mayotte ne pourra se sortir de cette spirale infernale qu'à une seule condition, que les forces vives s'unissent et que chacun agisse à son échelle. J'estime que c'est l'affaire de tout le monde et c'est pas que aux autorités de réagir, mais aussi nous, la population. Et en étant mahoraise, je me sens concernée à 200%. Ça ne concerne ni la gauche, ni la droite, ni Y, ni X, ni Madi, ni Aboudou. Tous les citoyens vivant dans ce territoire, dans ce pays, de quelle manière que ce soit, doivent s'organiser pour essayer d'apporter des idées autour de quoi, je ne sais pas, table ronde, assises, communauté, association. Aujourd'hui, il faut vraiment témoigner, il faut qu'on soit en nombre, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Il faut vraiment montrer que nous sommes là physiquement en nombre et ça, il n'y a pas plus beau message que ça. Oui, il y a un ras-le-bol général, mais je pense que dans ce genre de problème, il faut aller chercher à la racine. Il ne faut pas qu'on essaie de régler des problèmes en surface parce que ça ne marchera jamais. Il faut aller à la racine de problèmes pour arriver aujourd'hui à mettre un équilibre dans ce qui se passe à Mayotte. Ça ne sert à rien, à mon avis, de pointer des doigts de qui que ce soit, un tel ou un tel. C'est tout Mayotte qui doit s'unir. S'unir et avancer en poursuivant un objectif bien défini, celui de mettre fin à la délinquance. Et pour cela, les solutions ne semblent pas manquer. Il faut s'occuper de la jeunesse, il faut s'occuper de ces jeunes parce qu'avant tout, ce sont des enfants. Et même s'ils deviennent meurtriers, délinquants, derrière, il y a beaucoup de souffrance. Et je pense que notre rôle, le rôle des institutions, le rôle des associations est de travailler et de s'occuper de ces jeunes. Et puis pour montrer à la population que nous, notre boîte de sécurité, Osiris Sécurité, on est là. On sera prêt à faire tout et à travailler aussi avec la commune de Mamoudzou. Si la commune de Mamoudzou nous demande, parce qu'on peut mettre aussi en place pour renforcer la police municipale, des agents de sécurité qui peuvent sillonner tout Mamoudzou avec des vélos électriques. Donc c'est une proposition que je fais à la population et au maire de la commune de Mamoudzou. Si l'insécurité reste la principale raison de ce rassemblement, le ras-le-bol est lié à une multitude de problèmes qui s'amassent au fil des années, mais qui n'ont jamais été résolus. Cela a mené l'île à la situation qu'elle connaît aujourd'hui, même si après ce jour historique, chacun espère pouvoir dire que Mayotte, île morte, est sur le point de renaître.
Alors les Mahorais se sont exprimés et vraiment à très grande échelle, on a vu Elad avec toute cette population qui s'est réunie à Mamoudzou avec cette marche qui est partie de la place de la République jusqu'à la préfecture et retour à la place de la République. Comment vous l'avez vécu, vous, cet événement, puisque vous en avez fait partie? Alors c'était tout d'abord évidemment, nous avons tous été profondément marqués par cet événement douloureux. Un père de famille qui se fait poignarder sous les yeux de sa famille. Et évidemment, il y a eu aussi d'autres cas qu'on n'a pas évoqués, puisqu'il y a eu aussi un jeune de Tsunzu qui avait été poignardé. Une série, en tout cas, de violences inouïes que Mayotte n'avait jamais connues, avec la peur au ventre pour tout le monde, de sortir, d'avoir des loisirs, de mener une vie normale. Donc, cette journée qui a été marquée par ce qu'on appelait donc Mayotte île morte, c'est-à-dire l'arrêt de toutes les activités pour que justement les autorités publiques prennent conscience du danger que nous vivions ici et de la nécessité de faire de Mayotte une zone prioritaire en matière de lutte contre l'insécurité. Donc c'était une journée qui en fait était symbolisée par cette union de toutes les communautés qui vous ont marqué un message très fort. Il me semble que d'ailleurs il y avait plus de 7000 manifestants. Et évidemment le message a été bien compris, puisque par la suite il y a eu quelques renforts de gendarmes. Bien sûr, évidemment, même s'il y a eu quelques accalmies, mais ça reste encore insuffisant, puisque ce qui est important avant tout, c'est la vie au quotidien des habitants de cette île, mais aussi, bien sûr, le développement, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Alors justement, une marée humaine pour exprimer un désarroi. Est-ce que selon vous, les autorités ont pris la mesure et les mesures qui ont été justement apportées pour répondre à ce désarroi sont suffisantes, ont été suffisantes, ou alors il faut encore y travailler, malgré le manque de moyens, bien sûr, hein? Il faut y travailler, bien sûr, parce que nous sommes tout de même confrontés à une situation inédite dans toute la France. Nous avons environ 8000 mineurs isolés. Certains sont devenus majeurs, donc c'est pour ça que le chiffre est inférieur à ce qu'on pourrait penser. Ces mineurs isolés, qu'est-ce qu'on en fait? Sachant qu'ils évoluent dans la nature et que pour survivre, forcément, il peut y avoir des actes de délinquance, des vols, des cambriolages, des agressions. À cela se rajoute le fait qu'il y ait, qu'on le veuille ou non, il faut l'évoquer, il y a aussi un phénomène migratoire qui est important parce que le gouvernement des Comores ne fait pas son travail en n'investissant pas dans les écoles, dans les hôpitaux, en détournant de l'argent public. Donc la population qui fuit, qui vient ici, là aussi, ça peut conduire à des fortes tensions, évidemment, communautaires. Et enfin, dans tout cela, se rajoute aussi le fait que Mayotte est sous-dotée. Nous sommes évidemment sous-équipés en infrastructures. Notre économie est à l'arrêt. Le peu que nous avons est en train de disparaître, puisque le tissu économique est en train de s'effondrer. Donc, forcément, tout cela a un lien de corrélation. On ne peut pas parler de sécurité lorsque, justement, il y a une forte pression migratoire, lorsqu'il y a une forte précarité, puisque n'oubliez pas que officiellement nous avons 50% de chômage des jeunes, alors que normalement, officieusement, ça doit être certainement beaucoup plus. Et les chiffres de la population mahoraise aussi sont également sous-estimés, puisque on nous parle de 212 000 habitants, mais 235 au oui, janvier mais la 2016. consommation d'eau, mais aussi de riz, démontre que nous sommes entre 400 et 500 000 habitants. Donc, ce qui montre bien que sur une toute petite île comme celle-ci, de 374 km², avec une population qui est de plus en plus importante, avec aussi une précarité sociale économique, puisqu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, il n'y a pas de ressources. Donc forcément, tout cela est propice
a créé toutes les conditions, justement, d'une explosion sociale, mais aussi d'une grande violence. C'est la raison pour laquelle la question de l'insécurité ne va pas se résoudre, bien sûr, que par la répression. On aura beau être répressif et remplir les prisons de Majicavo, d'ailleurs, Qui sont déjà pleines. tout à fait. Mais sur la question préventive, c'est-à-dire la question de l'encadrement, tout à l'heure je parlais des miseurs isolés, sur aussi la question de la lutte contre la pauvreté, pour que justement nous puissions... Il faut miser sur le social alors. Il faut miser dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ce n'est pas que le social. Je crois que dans une toute petite pièce, de 10 mètres carrés par exemple, si vous entassez 100 personnes, soyez sûr que ces 100 personnes vont toutes se taper dessus. Donc il faut miser dans tous les domaines. Mayotte actuellement est à l'arrêt total. Il faut des logements sociaux. Il faut de grands travaux, d'infrastructures, des routes, d'autres ports. Il faut aussi agrandir la piste longue pour développer le tourisme. Ça fait beaucoup, Eliade. Qu'est-ce que vous pourrez faire, vous, justement, dans ce cadre-là? Mais écoutez, ça fait beaucoup, en même temps, ça fait peu. Paris ne s'est pas construit en un jour. Il va falloir prioriser, je pense. Oui, bien sûr. Ce qui est la priorité, c'est avant tout de centrer nos efforts sur nos atouts. Nos atouts, quels sont nos atouts? Nous avons l'un des plus beaux lagons du monde. Nous avons 74 000 km² de zone économique exclusive. Ça veut dire qu'en fait, l'avenir est dans la mer et non sur terre, puisque nous avons 374 km², alors qu'en mer, nous avons 74 000 km² à exploiter. Les ressources halieutiques, puisque vous savez que il y a une industrie tonnière importante aux Seychelles. Les navires espagnols viennent pêcher chez nous, dans nos eaux territoriales. Nous savons aussi que nous pouvons davantage développer de spots touristiques dans ce domaine. Bref, il y a de quoi faire dans, en tout cas, l'espace maritime. Donc, en priorisant, en effet, parce qu'on nous parle souvent du défaut de moyens, du manque d'argent, moi je dis que c'est un faux débat. Beaucoup d'entreprises souhaiteraient investir à Mayotte, que ce soit des entreprises métropolitaines, européennes mais en général, réunionnaises, voire mauriciennes ou autres, voire sud-africaines, mais ce qui fait défaut actuellement, c'est l'insécurité. Et par ailleurs, il est aussi important de nous permettre d'avoir aussi tous les leviers nécessaires pour que on puisse justement permettre à nos entreprises de décoller. Je pense notamment à la zone franche, par exemple. Nous en discuterons tout à l'heure, bien sûr. Mais je dis encore une fois, ces actions centrées sur ces actions sociales, économiques, mais aussi dans le volet préventif et le volet répressif, c'est ce qui nous permettrait, bien sûr, de lutter efficacement contre l'insécurité. Alors Eliade, justement, vous avez fait parler de la zone franche, la transition est toute trouvée. On va justement revenir sur, sur le MEDEF qui milite pour qu'une zone franche soit instituée à Mayotte d'ici 2018. Sinon, ce sont les entreprises mahorais qui vont en pâtir. On regarde le reportage pour en comprendre les tenants et aboutissants. On en parle juste après. Une zone franche ou la mort? Déclaration sanglante et sans appel de Thierry Galarme. Le président du MEDEF Mayotte relance de nouveau l'idée de redéploiement immédiat de cette mesure sur le territoire. Une mesure pour laquelle la Confédération des petites et moyennes entreprises est sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, le MEDEF a pris le combat. On s'en félicite parce que toutes les entreprises de Mayotte ont besoin d'être soutenues parce que notre département est un département au rabais. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres départements, donc on est avec le MEDEF sur ce combat. Un combat qui ne fait que débuter. Ce mercredi, le MEDEF affichait ses ambitions pour les Outre-mer. L'organisation patronale lançait son programme France Outre-mer 2020. Pour le 101e département, 7 propositions pour relancer l'attractivité du territoire. En tête, la zone franche. Et à l'approche de l'application du Code du droit commun dès janvier 2018, les entrepreneurs sont inquiets pour l'avenir de l'emploi à Mayotte. Nous n'allons pas laisser nos entreprises mourir. Nous allons licencier en masse pour pouvoir maintenir nos emplois. Parce qu'un chef d'entreprise, avant tout, c'est son emploi.
l'emploi du chef d'entreprise est une priorité. Si le chef d'entreprise ne peut pas vivre avec son emploi, avec son entreprise, ça ne sert à rien de recruter ou d'embaucher des gens. Avant de fermer les entreprises, on va licencier en masse et ça va être une catastrophe sociale sans précédent. Une zone franche devenue vitale pour la survie des entreprises locales et éviter le chaos de l'emploi dans un département qui compte le plus fort taux de chômage. Mais cela a un coût, 60 millions d'euros sur 10 ans, d'après la Fédération des entreprises des Outre-mer. Alors une zone franche ou la mort, des termes qui sont quand même très parlants, des termes forts. Est-ce que pour vous, c'est des termes qui sont justifiés, Elad ? Écoutez, je crois que c'est quand même des propos qui ont aussi pour but de marquer les esprits. Marquer les esprits parce qu'il s'agit ici de tirer la sonnette d'alarme. Je rappelle juste que les zones franches existent dans les autres départements d'outre-mer. La loi du 27 mai 2009, relative au développement économique des outre-mer, permet justement aux autres DOM de mettre en place des zones franches, c'est-à-dire que les entreprises qui sont dans ces départements bénéficient d'une exonération fiscale de 50 à 80%. L'impôt sur la société, mais aussi la taxe foncière, la taxe professionnelle. Ça veut dire qu'on permet à ces entreprises d'avoir un potentiel justement de trésorerie, puisqu'à partir du moment où vous payez moins d'impôts, vous avez un peu plus d'argent dans votre caisse pour vous permettre d'embaucher, donc vous luttez contre le chômage, pour vous permettre de faire tourner l'économie, puisque ça veut dire que vous allez davantage justement investir pour accroître votre entreprise et pourquoi pas pour exporter. Et là actuellement, à Mayotte, c'est ce qui nous fait défaut. Il faut bien comprendre que le schéma de développement que nous avons actuellement date des années 70. Lorsque justement il y a eu ces tarifs douaniers qui sont l'équivalent de 40% de la valeur d'une marchandise, l'objectif à la base de cette taxation douanière à Mayotte était de protéger le tissu économique à Mayotte. Sauf que, faute est de constater qu'il n'y a pas eu de tissu économique qui s'est développé. Ça a davantage tué les entreprises qu'autre chose. Parce qu'on importe beaucoup. On importe beaucoup, bien sûr, hein, puisque la facture en importation est de plus de 180 millions d'euros, alors que nous avons des recettes en exportation de l'ordre de 3,9 millions d'euros. Ce qui montre bien que nous avons une balance commerciale extrêmement déficitaire. On achète plus que ce que, évidemment, nous gagnons. Donc, dans n'importe quel ménage, ça veut dire que nous serions en situation de faillite. Donc, la zone franche a pour but de permettre à nos entreprises d'avoir de l'oxygène, de pouvoir enfin avoir un peu plus de trésorerie, de payer moins d'impôts et donc d'embaucher beaucoup plus de Mahorais, puisque je vous rappelle que le chômage ici tourne aux alentours de 27%. Est-ce que l'effet ne sera pas justement de permettre aux entreprises uniquement de stabiliser leur affaire plutôt que d'embaucher plus ou de produire plus? Sachant l'état dans lequel se trouve l'économie actuellement, les entreprises sont en difficulté. Mais elles sont en difficulté parce que justement, tout est bloqué. La commande publique est bloquée, il n'y a plus de chantier, puisque ce qui fait marcher l'économie à Mayotte actuellement, c'est aussi bien les grands travaux publics, mais aussi la grande distribution. Ce sont les secteurs, en tout cas, où il y a davantage de création d'emplois. Bon, je ne parle pas évidemment du secteur tertiaire, du service, ainsi de suite, le commerce. Donc, comment voulez-vous que ces entreprises actuellement puissent embaucher davantage, puisqu'il n'y a pas de commande, ou alors quand il y a une commande, elles sont payées avec un an de retard, voire même beaucoup plus. Ce qui ne leur permet absolument pas, évidemment, de pouvoir se développer, de pouvoir embaucher. Mais ce n'est pas évidemment le seul instrument, la zone franche. C'est un des instruments. Je rappelle juste que dans cette loi du 27 mai 2009, je ne comprends pas pourquoi Mayotte n'en bénéficie pas d'ailleurs, puisque dans cette loi, il faut bien comprendre que, en plus de ces exonérations fiscales, il existe des dotations qui sont destinées aux entreprises pour les investissements. Vous voyez bien que d'un côté, on facilite une baisse d'impôts pour des entreprises qui sont dans les autres départements d'outre-mer, et de l'autre, on leur donne aussi une trésorerie, de l'argent qu'on injecte dans ces entreprises pour qu'elles puissent de nouveau tourner, que la machine puisse de nouveau tourner. Donc je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté
de qui que ce soit. Mais un entrepreneur qui a les moyens de pouvoir embaucher, il le fait. Parce que c'est non seulement dans son intérêt, puisque quand vous commencez à vous développer, vous avez besoin d'avoir davantage, évidemment, de salariés pour répondre à la commande de vos clients. Et évidemment, c'est aussi l'occasion pour chacun d'avoir aussi des revenus, puisque ça veut dire qu'on accroît votre pouvoir d'achat. Quand vous êtes au chômage, que vous n'avez pas un centime et que vous êtes embauché et que vous commencez à avoir un SMIC, c'est du pouvoir d'achat, vous allez consommer. Donc, on a oublié que justement, tous ces instruments, tous ces leviers qui permettraient à Mayotte de pouvoir se lancer aussi dans la concurrence économique, ces instruments-là, eh bien, on ne nous les a pas donnés. On a eu non seulement un tarif douanier excessif, mais en plus de ça, nous n'avons eu aucun élément qui est de nature actuellement à permettre à nos entreprises qui sont déjà fortement fragilisées, puisque 99% des entreprises à Mayotte sont des très petites entreprises, c'est-à-dire avec moins de 2 salariés. Justement, de nombreuses entreprises aimeraient pouvoir exporter leurs activités, notamment dans la zone océan Indien, la zone du canal du Mozambique. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi miser là-dessus? On mise dans des exportations lorsqu'on a quelque chose à exporter. Si je viens vendre mon bien à l'extérieur, peut-être que le marché maorais n'est pas suffisant aussi. Ce n'est pas une question de suffisance, c'est une question de centrer, de cibler des secteurs clés. Dans la zone dans laquelle nous sommes, Mayotte a un niveau de salaire plus élevé que les pays voisins, les Comores, Madagascar et autres. On est moins nombreux. Donc, nous sommes moins nombreux, tout à fait, mais nous avons en tout cas avec l'euro, avec notre appartenance française et européenne, un niveau de vie un peu plus élevé que ces pays. Ce qui, évidemment, n'est pas compétitif en termes, évidemment, d'exportation de produits qui sont similaires, c'est-à-dire les produits agricoles, puisque ce sont essentiellement des produits agricoles, en fait, que ces pays-là exportent. La vanille, mais aussi le copra, ou tout type de produits, en tout cas, du secteur primaire. C'est la raison pour laquelle il est important d'investir dans les secteurs où nous aurons une forte valeur ajoutée. J'entends par là une forte valeur ajoutée, les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Ça veut dire que le centre universitaire de Mayotte doit devenir une université de plein exercice pour former justement des scientifiques de demain dans la recherche, par exemple, pharmaceutique, puisque nous avons ici des plantes, mais aussi des algues qui sont très demandées dans le monde. On peut procéder à une industrie pharmaceutique qui ferait de la recherche là-dessus, donc on ferait du tourisme sanitaire. On peut aussi, évidemment, comme je vous l'ai dit, dans ce savoir-faire des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, c'est-à-dire tout ce qui concerne aujourd'hui l'économie numérique, développer un savoir-faire et l'exporter aussi à l'extérieur, puisque c'est une expertise. On peut aussi exporter de l'énergie, puisque si nous misons dans les panneaux solaires, les énergies justement renouvelables, les énergies solaires, cela nous permettrait d'exporter ces énergies vers des pays qui manquent de courant. C'est le cas des Comores, c'est le cas aussi de Madagascar. Donc vous voyez, en misant dans des secteurs à forte valeur ajoutée qui demandent une expertise et des moyens financiers, nous pouvons le faire ça. Parce que justement, nous avons cette chance d'être dans la France et dans l'Europe, et donc nous disposons de ces atouts. Si maintenant nous nous mettons à commercer dans des secteurs où nous serons concurrencés et où justement nous n'avons pas les produits nécessaires, cela ne fonctionnera pas. Je rappelle juste un chiffre qui est quand même dramatique aussi, puisque nous importons seulement 3% de nos produits des pays de l'océan Indien. Alors que quand on parle justement de produits ici qui coûtent cher, je crois qu'à mon avis, il aurait été opportun de développer davantage ce qu'on a, moi je qualifierais de division régionale du travail. Vous savez, la théorie d'Adam Smith, c'est-à-dire la théorie des avantages comparatifs. On importe justement là où c'est plus intéressant pour vous économiquement. Donc, ce sont en produits agricoles, on importe de Madagascar, mais aussi des autres pays, sachant qu'il faut juste développer les normes sanitaires et phytosanitaires. Et pour le reste, Mayotte peut se lancer dans des exportations à forte valeur ajoutée, mais aussi dans l'industrie de l'aquaculture. Merci beaucoup Elad pour toutes ces précisions, en tout cas d'avoir répondu clairement à nos questions. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure. Alors
nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission Les Rendez-vous de l'Info. Je suis toujours avec mon invité, un candidat aux législatives investi par le Parti Les Républicains. Et là, on continue à parler de l'actualité de ces derniers mois avec vous à Mayotte. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on va parler d'une opération qui a fait grand bruit l'année dernière, juste après l'arrivée du préfet Frédéric Vaux à Mayotte. Cette opération qui s'est passée du côté de Tanafou, où on a justement mis en application une décision de justice qui devait justement faire partir des occupants illégaux sur un terrain. On regarde le reportage et là, on en parle juste après. C'est la plus importante opération de ce type jamais menée sur le département. Plus de 100 policiers et gendarmes ont été mobilisés très tôt ce matin à Tanafou 2 afin de mener une action de destruction d'habitation illégale sur un terrain appartenant à la famille du conseiller départemental Chiaboudine Ben Youssouf. À ce titre, le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, avait fait le déplacement. Il nous en dit plus sur cette opération. Le but est double. Il est d'abord d'appliquer une décision de justice qui a été prise à la fin du mois d'octobre dernier par le tribunal de grande instance de Mamoudzou et qui ordonne l'évacuation du terrain. C'est pourquoi nous travaillons actuellement avec un huissier de justice. L'autre but, c'est de concourir à la sécurité publique dans un secteur qui a été difficile ces derniers temps. On est avec l'huissier de justice. Le discours est clair. Au-delà de l'application d'une décision de justice, la préfecture souhaitait communiquer à travers une démonstration de force. Une opération qui réjouit le premier adjoint à la mairie de Mamoudzou, Bakar Ali Boto. Mais cette opération, ça rentre dans le cadre de la politique décidée par le préfet, donc le gouvernement, et par les maires et les élus dans leur ensemble. Parce que nous avons dit que désormais, il faudrait que la loi règne sur ce territoire. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit doit se manifester. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire parce que tous les bangas que nous voyons, toutes les personnes qui sont ici sont de façon illégale. Il va de soi qu'ils n'ont pas leur place, en tout cas dans cette zone et à Mayotte, puisqu'ils sont en situation irrégulière. Et c'est normal que cette opération puisse avoir lieu. Et je tiens aussi à remercier le préfet et donc l'État d'avoir mis les moyens, parce que comme vous le constatez, c'est l'une des rares fois, pour ne pas dire la première fois, que nous avons autant de moyens mis en place pour une opération de cette nature. Donc je peux dire aussi aujourd'hui que franchement le gouvernement a changé de politique et de façon positive et que ça permettra aux Mahorais d'être rassurés. Au total, près d'une cinquantaine de bangas ont été détruits. Dans la matinée, probablement en représailles, des jeunes cagoulés ont pénétré l'enceinte du lotissement Simakwale avant d'agresser violemment le gardien et d'incendier 2 véhicules. Dans cette zone, des caillassages ont également eu lieu, tandis que le neveu de Chiaboudine Ben Youssouf a été agressé à coups de tchombo. Ces débordements prévisibles se sont produits dans un climat général tendu, où l'apaisement est souhaité de tous. Moi, je pense que dans ce contexte-là, il faut exprimer à la fois de la sérénité et également appeler nos concitoyens, la population, à la concorde, parce qu'on ne peut pas vivre durablement dans cet état de tension qui pose des difficultés à la société et qui plus généralement peut être un souci sur les aspects développement. Cette opération spectaculaire à Passamenti aura permis de montrer que Mayotte est un territoire de la République où le droit se doit de régner. En effet, après des années où le désordre s'est imposé en maître, l'heure du changement semble avoir sonné. Quelqu'un, c'est la police. Alors une opération qui a beaucoup fait parler ici à Mayotte, on l'a vu Elad, mais qui relance aussi surtout la question du foncier, notamment en matière d'occupation illégale. Oui, alors, vous savez, je crois que nous sommes dans le plus grand bidonville d'Europe. Puisqu'on regarde à l'extérieur, vous voyez bien sûr toutes ces habitations insalubres qui sont implantées dans des terrains qui appartiennent à des particuliers eux-mêmes qui payent des impôts dessus, très chers en plus, qui, lorsque ils veulent saisir leur terrain, récupérer leur terrain pour en jouir pleinement, puisque c'est leur propriété, sont confrontés à aussi d'autres frais, des frais de justice, pour pouvoir justement récupérer leurs biens. Eh bien, c'est évidemment un parcours du combattant qui n'est pas évident et qui justement laisse un goût amer à tous ceux
dont les terrains sont occupés de façon illégale. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Que nous avons laissé faire pendant des décennies, c'est-à-dire il y a eu des implantations sauvages un peu partout, sans que nous puissions justement tout de suite affirmer notre droit de propriété. Parce que ces implantations sont aussi dans les terrains du département, voire aussi les terrains de l'État. Eh bien, dans les terrains des particuliers, il y a eu certes, bien sûr, beaucoup de courage de la part de certains pour procéder à ces expulsions, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir, bien sûr, financer des actions qui permettraient d'aboutir à des procédures devant le tribunal, tout à fait, à régler aussi toutes sortes de frais, en tout cas, qui sont liés à ces procédures. Ce n'est pas évident, c'est coûteux. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'il puisse y avoir une dotation spécifique, une dotation qui permettrait à ces familles, parce que ce n'est pas une personne, généralement c'est plusieurs dizaines d'individus qui sont concernés, c'est une même famille, ce sont des mêmes familles, une dotation qui compenserait justement ces frais de justice, comme c'est le cas lorsque justement vous avez des assurances et que ces assurances-là, par exemple, prennent en charge une partie des frais de justice pour les personnes qui sont assurées et qui ont par exemple été victimes d'une agression ou d'une violence. Et là, on devrait faire la même chose, c'est-à-dire que les pouvoirs publics devraient mettre en place un fonds spécifique destiné à l'aide à cette récupération des biens de ces particuliers. J'irai même plus loin, une compensation aussi pour permettre à toutes les familles qui souhaiteraient régulariser leur terrain de pouvoir payer. Vous me direz, ça existe aussi au CNASIR, mais on n'est pas allé plus loin que cela. Vous savez que dans les autres départements d'outre-mer, il y a eu une discussion là-dessus, puisqu'il y a eu aussi un rapport là-dessus. On est même en train de penser à une cession gratuite de parcelles de terrain pour justement des familles qui n'ont pas les moyens. Eh bien, je crois que par équité et par justice, puisque il faut bien comprendre que l'implantation sauvage sur ces terrains-là provient du fait, bien sûr, qu'il y a eu aussi des frontières poreuses, puisque très souvent, ce sont aussi des personnes en situation irrégulière qui se sont implantées dessus. Eh bien, il serait plus que évidemment équitable, il serait juste d'aider ces familles qui souhaiteraient récupérer leur terrain à pouvoir payer les frais de justice et procéder à ces expulsions. Alors on parle de fonds pour les aider à payer, mais aujourd'hui, quand bien même les démarches auraient été faites, on voit que les forces de l'ordre ne peuvent pas forcément intervenir sur toutes les parcelles et qui sont dans cette situation. Et là d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau des pouvoirs publics pour faciliter, pour entre guillemets pousser ces personnes à partir sans que les familles aient besoin d'avoir recours à ce coup de force? C'est souvent très difficile. Vous l'avez bien noté que à Tanafou, avec l'intervention des forces de l'ordre, il y a eu donc un affrontement, une confrontation. Vous avez parfois... Parce que ce que veulent les familles, c'est récupérer leur terrain avant tout. Bien sûr, mais c'est tout à fait légitime et normal qu'on souhaite que jouir de son bien, quoi de plus évident. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'il faut bien aussi comprendre que lorsque vous avez des populations installées de façon irrégulière sur un terrain, et qui ne sont pas en situation régulière, qu'on le veuille ou non, il y a la question de l'immigration illégale, clandestine, qu'il faut poser. Donc ça veut dire que lorsque justement il y a des expulsions qui se font de par les forces de l'ordre, à ce moment-là, ces expulsions doivent forcément entraîner à ensuite une reconduite à la frontière lorsque justement on n'est pas en situation régulière à Mayotte. Par ailleurs, pour ce qui est de ces familles qui sont expulsées, puisque nous ne souhaitons pas non plus à ce qu'il y ait des drames humains sur l'île, il est important là aussi de pouvoir repenser à une politique sociale pour bien justement définir les priorités. Où est-ce que ces gens-là, on va les mettre? Et les mettre où et par quels moyens? Et c'est pour ça que je dis clairement que ceux qui sont en situation irrégulière, il n'y a pas à recaser qui que ce soit, puisque c'est le droit qui s'applique ici. Ceux qui sont en situation régulière, maintenant, c'est au pouvoir public de trouver des solutions. Et ces solutions, vous savez très bien comment ça se passe. C'est généralement soit, il y a des camps d'infortune qui se construisent dans certains endroits. Il y a des terrains, justement, publics où, justement, on reloge des personnes de façon, on va dire, provisoire, en attendant de trouver une solution. Mais ce qui est important, c'est avant tout de ne pas
spolier les terrains des Mahorais, puisqu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à ce qu'il y ait une immigration illégale, ils n'ont pas demandé non plus à ce qu'on occupe illégalement leur terrain. Donc moi, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'il y ait évidemment cette violence qui aboutisse ensuite à ce qu'on en vienne aux armes, puisque c'est ce qui serait dramatique. Mais maintenant, on constate que la pression, en tout cas fiscale, plus aussi justement, le fait est-ce que ça n'a pas été accéléré par cette pression fiscale, parce que c'est la pression fiscale dure joue depuis des années déjà. Bien sûr, la pression fiscale joue. Lorsque vous payez des impôts et que vous ne pouvez pas jouir de votre terrain pour construire par exemple dessus des maisons, vous ne pouvez pas continuer à payer éternellement pour des personnes qui occupent illégalement votre bien. Donc oui, il faut procéder à des expulsions par justement la voie légale. Mais cette voie légale-là, encore une fois, je dis, il est important de créer une dotation pour aider financièrement ces familles parce qu'elles ne pourront pas s'en sortir si ce n'est pas possible. Parce que justement, il y a eu une responsabilité collective parce qu'on a laissé rentrer des gens irrégulièrement sur le territoire et qui sont implantés irrégulièrement sur des terrains de particuliers. Donc, il faut à ce moment-là compenser cette injustice. Alors Elad, on va maintenant parler d'un autre sujet. Vous êtes très sensible à tout cela, où on parle de maorité. Là, on va parler de langues maoraises, les langues qui sont aujourd'hui parlées à Mayotte, langues régionales, avec ce sujet où on voit qu'il est question peut-être d'inclure ces langues-là dans les établissements scolaires. On va regarder comment ça peut s'intégrer. On regarde ce reportage, Elad, et on en parle juste après. Comment sauvegarder et transmettre le shimaoré? La question était posée ce matin au centre universitaire de Dembéni. L'enjeu est important pour Mayotte, préserver son patrimoine linguistique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le diagnostic semble inquiétant. Quand dans un pays, vous constatez que les parents ne parlent plus à leurs enfants en cette langue, c'est un premier signal qui montre que la langue s'en va. Mais quand vous constatez aussi que la langue est mal parlée, la langue est truffée de mots étrangers, ou en un mot, quand vous constatez que les locuteurs font du code switching, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils commencent en la langue et puis ils changent pour revenir, c'est signe qu'ils commencent que leurs compétences dans cette première langue commencent à baisser. Et si ça touche la majorité de la population des locuteurs, c'est un mauvais signe. Devant une salle quasi pleine, le président de l'association Chimé a démontré lors de cette conférence l'origine de la langue mahoraise. Aussi, son extinction au fil des années dans un département dont les langues sont diverses, notamment la langue française, et les premiers concernés accusent le coup. Je pense qu'il faut intervenir maintenant dans le sens où les langues périssent. On le voit tout le temps par rapport aux textos qu'on s'envoie, par rapport à l'utilisation même de notre langue. Je pense qu'il est quand même nécessaire aujourd'hui de voir où est-ce que nous en sommes par rapport à l'utilisation de notre langue. Et pour ce faire, l'un des leviers semble être la sensibilisation des familles, mais également des milieux politiques et administratifs de l'île à cette démarche de sauvegarde et transmission linguistique. Apprendre cette langue, donner une place à l'école pour le shimaoré, et puis écrire beaucoup en shimaoré. Faire en sorte que les familles utilisent leur langue quand elles s'adressent à leurs enfants et que les parents ne laissent pas les enfants faire des erreurs dans la langue et ne rien dire. Je l'ajouterai en shimaoré en disant « Atuku zazahe mtukuf, atuki zazahe mtukiv » et dire le premier concerné par la sauvegarde ou la pérennisation de cette langue, c'est d'abord nous, les Mahorais. Les pistes sont donc lancées, reste tout simplement à les appliquer. Alors la langue mahoraise, les langues mahoraises, parce qu'on a aussi le kibushi à l'école aujourd'hui, vous en pensez quoi, Elad? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une mesure, c'est un projet qui pour vous est opportun? Écoutez, nous avons la chance d'avoir en effet deux langues sur le territoire, et c'est une richesse puisque la langue mahoraise est un dérivé du swahili. Donc nous avons une culture authentique, vivante, et aussi évidemment une histoire, une tradition de plusieurs siècles. Donc nous avons cette richesse culturelle qui est importante sur l'île. Pour que justement on puisse mieux affronter l'avenir, il est important aussi
de revenir sur des bases, sur des valeurs. Et lorsque je parle, moi, de la maorité, il s'agit ici d'un état d'esprit. L'état d'esprit de la solidarité, du respect, du mérite, de l'effort. Parce que lorsque nos mères et nos pères allaient au champ pour gagner aussi leur pain, parallèlement à cela, faire des études, je crois qu'il y a avant tout ici du mérite et un exemple. Le goût de l'effort et le goût du respect des anciens, comme aussi de ceux de la communauté, et le goût évidemment de l'apprentissage, de la transmission de ces valeurs. Lorsqu'on parle des madras ici, il y a aussi évidemment tout un phénomène social. Donc cette maorité, c'est aussi la langue. Et ces langues-là, ça veut dire que vous avez des codes sociaux à travers chaque langue. Vous ne pouvez pas assimiler une langue extérieure, ou une langue en tout cas nationale, qui est le français, si maintenant vous avez une grille de lecture qui est purement basée sur votre propre culture. C'est très très difficile. C'est la raison pour laquelle justement il est important d'avoir déjà d'assimiler, de comprendre sa propre langue maternelle dans sa grille de lecture, avec sa grille de lecture culturelle, pour évidemment mieux comprendre aussi la langue française avec sa grille de lecture et aussi ses spécificités. Et c'est évidemment une richesse, puisque vous savez que l'affirmation d'une langue locale permet aussi justement de passer d'une culture à l'autre. Bon, le français reste notre langue, bien sûr, nationale, mais il est important également de mettre en valeur la culture locale, parce que cette mise en valeur nous conduit aussi à nous interroger sur notre histoire, sur notre passé, et à nous interroger sur le présent. Qu'est-ce que nous étions hier? Avec quelle langue, justement? Vous parleriez d'identité mahoraise? Mais évidemment, bien sûr. L'identité mahoraise existe, même si certains, en tout cas, ont des thèses contraires, mais elle existe bel et bien. Puisque vous savez que la mosquée de Tigoni, par exemple, est la plus vieille mosquée de France. Vous n'avez pas peur d'opposer les communautés en parlant d'identité mahoraise? Il n'y a aucune opposition, puisque Mayotte, justement, est avant tout une composition de plusieurs ethnies provenant de l'extérieur. Vous aviez des Bantous, vous aviez des Perses qui sont des Iraniens, des Arabes, vous avez aussi des Européens. C'est un mélange, c'est un melting pot. Donc on revient à cette fameuse question, qui est mahorais? À quoi peut-on dire que quelqu'un est mahorais? Quelle serait la réponse alors pour vous, Elad? Qui est français, par exemple? Je vais retourner à la question. Eh bien, justement, qui est français? On est français quand on parle la langue française, on est français de nationalité, on est français quand on adopte les valeurs justement françaises. Eh bien, posé à l'échelle de Mayotte, c'est pareil. Qui est mahorais? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on est mahorais parce qu'on adopte des valeurs, et ces valeurs-là, c'est du respect, c'est de la solidarité, ce sont des valeurs universelles. On est aussi mahorais parce que justement, on adopte une culture, on aime une culture, même si on ne l'adopte pas, mais on l'aime, on la vit cette culture justement au quotidien, on la respecte. Et parce qu'aussi, évidemment, on vit sur ce territoire et que pendant des siècles, justement, on est conscient que ce n'est pas un territoire qui a émergé il y a 100 ans ou il y a 150 ans, mais c'est aussi une histoire avec son identité propre, avec ses codes, avec sa religion, avec son ethnie, avec aussi son parler, c'est-à-dire le maoré et le kibushi. Donc, je crois qu'à mon avis, dans ces différentes populations qui se sont fondues, qui se sont justement mélangées, ça a forgé l'identité mahoraise, puisque l'identité mahoraise, comme vous l'avez dit, vous avez deux langues. Le simple fait d'avoir deux langues, ça veut déjà dire qu'il y a eu un métissage, un brassage. Mais il y a eu une prise de conscience, c'est-à-dire un territoire, une langue et aussi une ethnie qui est majoritaire et dominante. Ça, c'est la composante de la notion de nation. Donc, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, puisque nous n'avons qu'une seule nation, c'est la France, mais tout de même, nous avons une identité locale forte, puisque nous avons une culture propre, dérivée justement de la langue swahili, dérivée aussi évidemment du kibushophone, et puis nous avons aussi un territoire propre, puisque, n'en déplaise à chacun, même si nous sommes géographiquement avec les autres îles des Comores, mais Mayotte a toujours eu son autonomie statutaire, son autonomie politique, puisqu'on appelait ces îles-là les îles des sultans batailleurs. Donc on voit bien que le territoire était fermement défendu. Et puis nous avons bien sûr ces langues bien sûr, qui sont d'une richesse incroyable. Alors maintenant, Elad, je vous propose de revenir sur votre candidature, puisque c'est l'objet de cette émission à la base. On va parler de votre campagne. Alors vous êtes investi depuis quelques temps maintenant. Est-ce que vous êtes déjà en campagne, on peut dire, et comment ça se passe sur le terrain?
La campagne, on la vit tous les jours. C'est-à-dire que c'est lorsque vous vous adressez à votre boulanger, à votre voisin, à votre ami, ça veut dire que vous êtes là avant tout pour transmettre un message, pour échanger justement des discussions, avoir des prises d'opposition, bref, convaincre en tout cas de vous ce que vous souhaiterez pour que cette île puisse avancer et se développer. Et c'est ça justement ce qui est beau, parce que c'est avant tout ce lien social que vous tissez avec chaque individu, puisqu'il ne s'agit pas ici d'être sur l'estrade. Quand vous avez les grands meetings où justement tout le monde est rassemblé, je crois que il s'agit ici bien sûr d'une partie de la campagne. Mais le quotidien d'une campagne, c'est avant tout d'être présent, d'être dans la proximité, que les gens comprennent bien qu'on est à leur écoute, qu'il y a un échange et que surtout, on veut tous la même chose, le bien de cette île, donc la développer en permanence. Donc ça va se traduire par, bien sûr, des réunions, ça va aussi se traduire par, bien sûr, une convivialité autour d'un volet, ça va aussi se traduire par des échanges, des discussions de part et d'autre avec différentes personnes, que ce soit des jeunes, des seniors, que ce soit aussi des personnes issues de différentes communautés. Bref, quand on souhaite avant tout être un responsable politique, il est important d'être à l'écoute de tous. Et il est surtout important de prendre tous ces messages-là pour justement qu'est-ce qui revient en faire le plus quelque souvent chose. Ce qui revient le plus souvent, c'est la pauvreté et l'insécurité. Je vous l'ai dit, nous avons 700, en moyenne, le Mahorais moyen vit avec 700 €. Mais je peux vous dire que beaucoup n'ont même pas 200 € par mois. Qu'est-ce que 200 € par mois? Quand justement vous avez aussi 3 ou 4 enfants. C'est extrêmement difficile. La pauvreté, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut lutter absolument contre ce chômage de masse. Il faut permettre justement aux Mahorais d'avoir enfin les moyens de vivre décemment, des logements sociaux et non d'avoir des logements indignes, d'avoir davantage de contributions à nos seniors pour accroître leur pouvoir d'achat. Il est anormal que nous ayons 50% seulement de prestations sociales par rapport à la métropole. Il faut une égalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est un département à part entière, il faut une égalité. Et puis, ces jeunes qui sont diplômés et qui n'ont pas d'emploi, ces étudiants, je rappelle juste qu'il y a 16% de taux de réussite des étudiants en France métropolitaine, alors que la moyenne nationale, c'est 50%. Donc, il faut une université de plein exercice à Mayotte pour que, justement, nous puissions lutter efficacement contre ces échecs et donc qu'il y ait des débouchés. C'est pour ça que je parlais de secteurs créateurs d'emplois, de zones franches, pour ces jeunes diplômés qui ont besoin de travailler et qui sont les ressources de demain. Donc, ce qu'il en ressort, c'est la pauvreté et évidemment l'insécurité. Quand je dis la pauvreté, j'inclus aussi le fait de payer de très très lourdes taxes puisque la fiscalité asphyxie énormément les Mahorais. Là aussi, il faut revoir les assiettes. Alors, dernière question, et là, on va être très bref. Le parlementaire que vous serez, si vous êtes élu, sera-t-il prêt à travailler avec les autres, quel que soit leur camp politique ? Ce qui nous importe, ce qui m'importe, moi, c'est l'intérêt de Mayotte. Parce qu'on parle beaucoup de politique politicienne, ce qui a déçu beaucoup de Mahorais aussi. Quand on parle de politiciens à Mayotte, beaucoup ont cette impression-là que chacun prêche pour sa paroisse et oublie un peu l'intérêt général. Oui, mais ce que je disais, c'est que il est important de penser avant tout à l'intérêt de Mayotte. Vous savez, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le sénateur Marcel Henry, que je salue, un homme de grande qualité. Ce qui revenait systématiquement dans sa bouche, c'est l'intérêt de Mayotte. Ça veut dire que, puisque nous savons que nous sommes dans un tel état de retard et de pauvreté, il est important de travailler avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui souhaiteraient développer cette île. Nous avons dans notre famille politique le président du conseil départemental qui, lui, a déjà justement des dossiers prêts en main qui seraient prêts à confier à ses futurs parlementaires. Et si évidemment j'ai cet honneur et cette chance d'être l'un de ces parlementaires, je sais que nous avons déjà des dossiers en main, nous avons déjà même une proposition de loi pour ce qui est de l'évolution institutionnelle de Mayotte, prêt en main pour que nous puissions défendre les intérêts de Mayotte. Alors bien sûr, même si vous avez d'autres
tendances politiques, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde dans l'intérêt de Mayotte. Merci beaucoup Elad pour cet instant partagé en parlant de politique, notamment de votre programme. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions concernant l'actualité. En tout cas, c'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez en notre compagnie, je l'espère, avec un autre candidat et de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.